Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, première partie de notre émission. On est avec Jean-Paul pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, c'est jeudi. On va faire le brin d'histoire. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour la fraîche. Comment bonjour tu vas à tous ce les matin? auditeurs. Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. Alors, on repart combien d'années en arrière? Bon, on va pas loin, on va 103 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est pas loin, Jean-Paul. Ben non, c'est pas loin. Et aujourd'hui, c'est un jour férié pour les Français parce qu'ils célèbrent l'armistice de la fin de la Première Guerre mondiale, ou on appelle souvent la fin de la Grande Guerre. C'est une armistice, c'est vraiment assez intéressant, c'est anecdotique. Pourquoi? Parce que c'est un événement historique, ça c'est sûr, mais dont évidemment la valeur, pas la valeur, l'importance en termes de moments de commémoration déjà, commence à susciter des interrogations du point de vue de certains intellectuels français. Et surtout, il y a une espèce de campagne de réhabilitation médiatique qui est lancée par un personnage, à mon avis, pour moi, qui est très controversé en France, en l'occurrence d'Éric Zemmour. Mais ça, on va en parler après. Mais il faut déjà essayer de comprendre que le 11 novembre 1918, puisque c'est de cette date-là qu'il s'agit, c'est le jour de la fin de l'armistice. Alors l'armistice ici, il faut voir, c'est la différence avec, si tu veux, un accord de paix. L'armistice ici met fin aux hostilités entre, notamment, les Français et les Allemands. Parce qu'en réalité, il faut savoir que déjà avec la chute de l'Empire russe en 1917 et l'arrivée des bolcheviks au pouvoir d'une part, et l'arrivée des Américains sur le sol européen en octobre 2018 pour venir en renfort aux troupes britanniques et françaises, avait déjà scellé en quelque sorte le glas de l'Empire germanique qui était dirigé par Guillaume II. Donc les Allemands savaient que sur le terrain, il était clair qu'ils n'allaient plus avoir le dessus, qu'il n'avait plus aucune chance de pouvoir remporter cette guerre-là. Et donc, ils vont tenter quand même une dernière contre-offensive en juillet 2018, mais celle-ci va s'avérer également totalement un échec. Et donc, ils vont se résoudre à ce que, évidemment, il faille trouver une sortie de crise. Et donc, d'abord, ce que va faire l'empereur Guillaume II, c'est qu'il va nommer un civil au poste de Premier ministre, en l'occurrence le prince Max de Bède. Et Max de Bède, il va lui demander de trouver des conditions acceptables, des conditions moins humiliantes pour la France. Parce que parmi l'entourage de Guillaume II, c'était déjà quelqu'un qui, depuis longtemps, faisait partie des modérés. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à cette époque, en 1918, non seulement les militaires, à l'extérieur, sur le plan militaire, les résultats ne sont absolument pas bons, mais sur le plan intérieur, l'anarchie commence petit à petit à s'essaimer à l'intérieur de l'Empire, et donc cela menace véritablement l'avenir même du pays. Et donc, Max de Bède va commencer à prendre contact avec les Alliés, et les Alliés vont demander que, tout simplement, s'il faille discuter avec les Allemands, la première chose qu'ils demandent, c'est le départ de l'empereur Guillaume II, parce qu'ils estiment que c'est de sa faute qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le 9 novembre 1918, Max de Bède va téléphoner donc à l'empereur, qui se retrouvait dans la ville de Spa, et il va lui faire signifier tout simplement que pour sauver l'Allemagne de l'anarchie qui est en train de s'installer et de cette guerre qu'elle ne va pas remporter, il faut que l'empereur abdique. Et donc, il va accepter, il va s'y résoudre, et il va accepter de partir en exil. Et à partir de là, ce n'est plus Max de Bède, qui avait aussi une texture de militaire, qui va prendre la suite de la discussion avec les Alliés, mais c'est plutôt un civil qui s'appelle Matthias Erzberger. Et c'est Matthias Erzberger à qui on va confier la lourde tâche d'aller négocier l'armistice. Et donc, il faut aussi savoir qu'en France, l'idée même d'armistice faisait débat. Parce que d'un côté, on avait le président de la République, Raymond Poincaré, et le général Philippe Pétain, qui, eux, voulaient profiter du fait que l'Allemagne est en train de sombrer un peu dans le chaos et qu'elle avait du mal à se refaire sur le plan militaire, pour décider de chasser l'Allemagne, notamment de la Belgique, et de traverser le Rhin, et pour également aller jusqu'à la battre, jusqu'à Berlin. Mais d'un autre côté, on a le chef du gouvernement, Georges Clemenceau,
Et le commandant en chef des troupes françaises, Ferdinand Foch, le général Foch, qui, eux, estiment que si déjà les Allemands sont venus vers eux pour demander à négocier un armistice, c'est qu'il n'y avait plus de raison de prolonger le conflit, d'autant plus qu'il n'était pas sûr que la France aurait les capacités de pouvoir continuer le combat et aller jusqu'à Berlin. Et c'est là où justement ça fait polémique des deux côtés. Ça fait polémique du côté allemand. Pourquoi ? Parce que justement, comme ce n'est pas un militaire qui avait négocié l'abdication, qui avait négocié justement l'armistice, je l'ai dit, c'est un civil qui s'appelle Matthias Etzberger, les militaires allemands vont rapidement, une fois que l'armistice sera signé le 11 novembre 1918, ils vont quitter le front en disant au peuple allemand que, vous voyez, ce n'est pas nous qui avons mis fin à la guerre, mais ce sont les civils. Parce que nous, on n'a pas demandé à négocier l'armistice. Et d'un autre côté, les Français vont estimer que négocier l'armistice tout en ne permettant pas, en n'allant pas humilier l'adversaire chez lui, c'est-à-dire aller jusqu'à Berlin et obtenir la fin des hostilités sur le sol allemand, pour eux, ce n'était pas comme ça que devait se terminer la guerre. Et donc, tu vois que de ces deux points de vue, et ça va faire le terreau de deux choses. Ouais. La première chose, c'est qu'en Allemagne, durant toutes les années qui vont suivre, notamment la décennie qui suit la Première Guerre mondiale, le fait que les Allemands vont être accueillis chez eux en disant qu'en réalité, vous n'avez pas perdu la guerre, mais vont plutôt tourner le dos à cette classe politique-là qu'on va par la suite accuser d'être à l'origine de l'humiliation qu'a subi les Allemands, parce qu'ils n'avaient pas perdu le combat, ils n'avaient pas aussi l'intention d'arrêter les hostilités, ça c'est le message des militaires, et notamment le général Hindenburg, qui plus tard prendra le pouvoir, notamment après les élections de 1924, il deviendra même président de la République allemande, parce qu'avec l'abdication de Guillaume II, on passe d'un régime monarchique à un régime républicain. Et donc, les hommes politiques allemands vont devenir la risée de l'opinion publique allemande, et donc, ça va un peu conforter les militaires dans le sentiment que, en réalité, les véritables patriotes, ce sont les militaires. Et d'un autre côté, ça va aussi favoriser le discours des partis ultranationalistes, et notamment le Parti national-socialiste ouvrier allemand, ou encore le Parti nazi, qui va faire justement de cette humiliation-là de la Première Guerre mondiale la base de sa propagande politique et idéologique. Et c'est à partir de cette idéologie-là, en disant qu'en réalité, l'Allemagne n'a pas perdu la Première Guerre mondiale, et donc elle n'a pas à appliquer les résolutions qui sont conclues dans le pacte de Versailles. Et donc, pour eux, il n'y avait pas de raison de continuer à payer d'énormes sommes à la France et à l'Allemagne et aux vainqueurs, parce qu'ils estimaient qu'eux, ils n'avaient pas perdu, parce que la France disait que c'est eux qui avaient l'anti-responsabilité des dommages causés par la Première Grande Guerre. Donc, tu vois, ça va faire le terreau de ces associations-là. Et puis la deuxième chose, pour les Français, ils vont estimer que même s'ils vont obtenir des conditions, semble-t-il, assez favorables dans l'armistice, parce que qu'est-ce qu'ils vont demander aux Allemands ? Eh bien, ils vont récupérer l'essentiel de l'armement allemand, notamment les armes, les chars, les avions et même jusqu'aux navires de guerre. Ils vont également demander aux Allemands d'évacuer sous les 30 jours la rive gauche du Rhin, notamment du côté de l'Allemagne même, et ainsi que 3 têtes de pont, notamment sur la rive droite, au niveau des villes de Coblence, Cologne et de Mayence. Et ils vont également récupérer l'Alsace et la Lorraine, qui étaient les 2 départements en fait qui avaient été récupérés par l'Allemagne. Et donc tout ça, et ils vont également obtenir de confortables indemnisations, de confortables indemnités qui vont être versées par l'Allemagne, qui devaient être versées par l'Allemagne au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les Allemands durant cette grande guerre-là. Et donc tu vois que pour eux, pour les Français, pour certains Français, le fait que le conflit cesse alors que les Français n'ont même pas mis le pied en Allemagne, d'une part, et donc même si le fait qu'ils n'aient pas mis le pied en Allemagne, pour eux, ce n'est pas une vraie victoire.
Tu vois, non? Et donc, de l'autre côté aussi, les Allemands vont dire que puisque ce n'est pas nous qui avions négocié l'armistice, donc ce n'est pas... ça veut donc dire que techniquement, nous n'avons pas perdu la guerre. Et donc, on ne peut pas dire que l'Allemagne a perdu la guerre. Donc, c'est un peu sur ces espèces d'ambiguïté-là que va cesser ce grand conflit qui a quand même été extrêmement meurtrier. La Première Guerre mondiale, c'est plus de 10 millions de morts sur l'ensemble de l'Europe et près de 6 millions de mutilés, donc des personnes qui avaient perdu une jambe, un bras, un œil, etc. Des personnes mutilées. Et donc, on va un peu... Et puis, il faut aussi savoir que les véritables bénéficiaires de la guerre, ce sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais beaucoup plus la France que le Royaume-Uni. Le grand perdant, en fait, chez les Alliés, c'est un peu l'Italie. Parce que l'Italie, en fait, on va considérer, du moins c'est le sentiment qu'ils vont avoir, qu'on va considérer qu'ils étaient un peu des vainqueurs de seconde zone, et donc ils ne vont pas... bénéficier de grandes choses. Hein. Tout au plus, évidemment, on va leur reconnaître le fait qu'ils faisaient partie des vainqueurs et les territoires notamment qu'ils convoitaient À cette époque, l'Allemagne affrontait qui? Alors, ça, c'est l'Allemagne d'Hitler, non? Il y avait la Triple Alliance et la Triple Entente. Hein, c'est un jeu d'alliance. On a la Triple Alliance ici, c'était un peu les empires austro-hongrois, l'empire germanique et l'empire russe. Et de l'autre côté, on avait également la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne n'y était pas. Mais bref, et puis bon, c'était principalement le Royaume-Uni, la France et la Pologne. Parce qu'il faut savoir que le 1er septembre, qu'est-ce que je raconte, c'était la France, le Royaume-Uni et un certain nombre d'autres pays. Si tu veux, il y avait un côté les pays d'Europe centrale et de l'autre côté des pays d'Europe occidentale. D'accord? Donc, les pays d'Europe centrale, ce sont tous les pays avec la Serbie, la Croatie, la Yougoslavie, l'Allemagne, et tous ces pays-là. Et puis, de l'autre côté, on avait l'Europe occidentale, donc l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, etc. Donc, c'était l'axe de l'Alliance et l'axe de l'Entente. Ce sont ces deux blocs-là. Et par le jeu des alliances, donc ça va créer comme une espèce d'effet domino, parce que lorsque l'archiduc héritier de l'Empire austro-hongrois, Frédéric Ferdinand, est assassiné à Belgrade en 1914, donc ça va... du fait des jeux des alliances, faire que l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à tel et ainsi de suite. Et donc, tout le monde, rapidement, ça va s'embraser. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, là, on a assassiné l'archiduc austro-hongrois. De l'Empire austro-hongrois, oui. Le prince héritier. Oui, il avait un nom, François Ferdinand. Voilà. Ça, c'est le truc de l'école. Voilà. Mais en fait, ça, c'est l'élément déclencheur. Mais en fait, depuis des années déjà, il y avait déjà des tensions. Mais l'archiduc, c'est pas un titre chrétien. Non, c'est un titre de noblesse. C'est un titre... archiduc. Voilà, c'est un titre ça ressemble à archevêque. Bon, si tu veux, ce sont des titres de noblesse. Donc, l'Empire austro-hongrois. Donc, l'Australie. Qui fait, non. L'Autriche. Qui fait et la Hongrie. Et la Hongrie était mélangée. Voilà. Maintenant, si tu veux, la Première Grande Guerre va entraîner un certain nombre de choses. C'est d'abord, ça va redéfinir les limites des États européens. Ça va redessiner la carte de l'Europe avec l'effondrement de ces grands empires. L'Empire germanique, l'Empire austro-hongrois. D'accord, donc les empires vont s'effondrer. Oui, c'est l'empire. Les républiques vont naître. Voilà, pour la plupart. La république, la monarchie qui va sortir de là indemne, c'est le Royaume-Uni. Il faut savoir que celle qu'on appelait la grand-mère de l'Europe, c'est-à-dire la reine Victoria, elle va régner pendant près de 70 ans. Elle va s'atteler à mettre... Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. C'est l'arrière-grand-mère de la reine Elisabeth II. Elle va s'atteler tout au long de son règne de placer dans toutes les têtes, dans toutes les monarchies européennes, des enfants à tisser des alliances familiales. Donc au point où, il y a même une photo assez incroyable, c'est la dernière grande rencontre de tous ces monarques-là. Il faut savoir que, par exemple, Georges V, Guillaume II, Frédéric Ferdinand, Guillaume, comment s'appelle Guillaume, c'est l'empereur russe, Nicolas II, voilà. Nicolas II, tous, c'était des cousins. D'accord.
Mais en France, est-ce qu'il y avait un monarque? Il y avait à cette époque? Non, la monarchie s'est effondrée après La Révolution. Voilà, la Révolution française de 1789. Donc, le dernier, c'était Louis XVI. D'accord, Louis XVI, il a été décapité, Marie-Antoinette a été tuée. Et donc, c'est ça. En France, par contre, à un moment, on a essayé de chercher des descendants à cette monarchie. Il n'y en avait pas. D'accord. Donc, toute cette guerre-là est managée de main de maître par l'Allemagne. Bon, les Français vont imputer la responsabilité de la guerre à l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vont négocier l'armistice, ils vont demander à ce que l'Allemagne paye d'importants dommages et intérêts au Royaume-Uni et à la France. Et donc, du fait des ambiguïtés, c'est ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, du fait des ambiguïtés concernant même la fin de la guerre, dans quelles conditions est-ce que la guerre s'est arrêtée? Parce que quand on fait une guerre, on ne peut pas arrêter une guerre en disant qu'il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Parce que pour les opinions publiques à cette époque-là, cela ne pouvait pas se comprendre puisque chacune des parties se définissait comme étant une puissance militaire. Et donc, pour eux, la guerre était remportée que si on allait sur le territoire de l'autre obtenir son abdication ou sur place. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça ne s'est absolument pas passé comme ça, comme je l'explique. Mais donc finalement, qui a gagné cette guerre? Personne. Alors, personne, sauf que les Allemands disent on n'a pas perdu la guerre, mais les Français disent... C'est pour ça qu'il y a les Français disent, voilà, on n'a pas perdu la guerre. On s'entend, on ne se bat plus. Et voilà. Puis chacun va de son côté. Voilà, chacun va de son côté. Il faut savoir que le traité de paix en lui-même viendra quelques temps plus tard, près d'un an après, puisque le traité de paix, lui, est signé le 28 juin 1919. D'accord. Donc, entre le 11 novembre 1918 et le 28 juin 1919, on est encore dans une période d'armistice, c'est-à-dire la cessation des hostilités. Mais ce n'est pas la paix. On arrête les combats et à partir de là, on négocie sur comment est-ce qu'on va solder, si tu veux, les comptes liés qui sont nés de ce conflit-là. Pourquoi c'est un grand jour pour la France au point d'être un jour férié? Non, maintenant, comme je le dis, aujourd'hui, il y a la question qui se pose parce qu'il faut savoir que le dernier poilu, c'est comme ça qu'on appelait les soldats qui avaient participé à la Première Guerre mondiale, est décédé en 2009. Donc, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, les nouvelles générations, déjà, elles ont du mal à être connectées aux effets de la Seconde Guerre mondiale et ils comprennent encore moins la nécessité de commémorer la fin de cette Première Guerre mondiale. D'autant plus que, comme je l'ai dit, depuis quelques semaines, il y a un troublion pour moi du paysage médiatico-politique français, en l'occurrence Éric Zemmour, qui vient semer un peu le trouble en remettant en cause, si tu veux, les idées selon lesquelles la France, notamment le maréchal Pétain, aurait sauvé les Juifs. En fait, il réhabilite la personne du maréchal Pétain parce que lui, c'est le grand héros de la Première Guerre mondiale. C'est lui qui dirigeait les troupes françaises sur le terrain. Et donc, il sort extrêmement auréolé de beaucoup de prestige quand la Première Guerre termine, et il est même nommé, il est même élevé au grade prestigieux de maréchal. Et donc après, il se met en retraite, et puis lorsque la Seconde Guerre commence, et puis avec la déroute de la France, lorsque la guerre commence, les premiers résultats ne sont pas bons, et puis les Français rappellent le maréchal Pétain pour lui redemander de revenir au pouvoir, histoire de conduire de nouveau la France vers la victoire face à ce même vieil ennemi qu'ils avaient vaincu quelques années auparavant. Et c'est là qu'il va se heurter au général de Gaulle. Il va se heurter au général de Gaulle parce que lui va accepter de signer l'armistice avec les Allemands. Les Allemands vont arriver. De Gaulle n'acceptait pas. De Gaulle en 1940. Donc de Gaulle va fuir, va aller en Angleterre et il va faire son célèbre discours du 18 juin 1940 où il demande à toutes les forces françaises qui refusent de se soumettre, si tu veux, au régime de Vichy et à la domination allemande, de le rejoindre pour créer ce qui deviendra la résistance. Mais est-ce que Zemmour n'a pas un peu raison sur la position de Pétain pendant la Première Guerre mondiale? Non, mais Pétain a signé des actes anti-juifs lorsqu'il était à Vichy. C'est Pétain qui a autorisé la rafle des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Or, lui, il vient ici en disant qu'en réalité, en soustrayant, en raflant les Juifs, c'était pas pour les livrer aux Allemands, c'était plutôt pour les protéger. Il veut faire croire que les Juifs ont Pétain... été livrés aux Allemands. Oui, notamment dans la célèbre rafle de la Valdiv, pour ceux qui s'intéressent un peu à cette histoire-là, où des milliers d'enfants
avait été arrêté. À l'époque, c'était Maurice Papon, pour ceux qui s'intéressent aussi au personnage. Quelqu'un aussi d'assez particulier. C'est lui qui était le prophète Bordeaux, qui avait ordonné la rafle de tous ces enfants-là. Et ces enfants, on le sait, avaient été livrés aux Allemands et avaient été conduits dans des camps d'extermination. Donc, dire que le Pétain est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est injustement traité par l'histoire. Pétain, par la suite, il faut savoir, après la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle arrive au pouvoir, on juge Pétain et il passe le restant de sa vie en prison. Donc c'est quelqu'un, il avait même été condamné à mort, mais évidemment, on va commuer cette condamnation-là en emprisonnement à vie. Donc c'est quelqu'un de très controversé dans l'histoire de la France, mais Éric Zemmour, depuis un moment, se lance depuis même 2013-2014, régulièrement dans les médias, régulièrement dans ses ouvrages, essaye d'expliquer aux gens que le maréchal Pétain n'est pas celui que l'on dit, n'est pas cette personnalité-là qui n'aimait pas la France, alors que c'était un raciste notoire, c'était un antisémite notoire. Et donc il va... Éric Zemmour, il a son argumentaire. Oui, mais son argumentaire ne tient pas. Son argumentaire s'appuie sur le fait de dénaturer la réalité historique, parce qu'il ne faut pas oublier que Éric Zemmour n'est pas historien. D'accord ? Il se fait passer pour un historien. Dans son discours idéologique, il fait énormément référence à l'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est historien. Il n'en est pas un. Et donc, de ce fait-là, il a tendance, dans ses approches intellectuelles, à falsifier la réalité historique pour essayer de justifier son discours idéologique. C'est ça un peu si tu veux, le cheminement intellectuel d'Éric Zemmour. C'est pour ça que pour moi, c'est une personnalité extrêmement dangereuse parce que pour moi, c'est l'équivalent français de Donald Trump, à la seule différence près qu'il n'est pas milliardaire. Donc, et je ne comprends pas qu'il y ait encore les Français sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est la démocratie, mais intellectuellement parlant, je parle d'un point de vue intellectuel, je ne comprends pas que l'on puisse adopter des thèses telles qu'elles sont développées par Éric Zemmour. Donc c'est un peu le lien qu'il y a actuellement, et c'est ça qui fait des âpres discussions, parce qu'il y a quelques jours, on a célébré les 53 ans de la mort du général de Gaulle, et l'idée même du gaullisme qui est idéologiquement opposé à l'idée du pétainisme, cette opposition-là ressurgit encore dans le débat politique français, parce que d'un côté, on a les tenants du gaullisme, ils sont nombreux, Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, Nicolas Dupont-Aignan et tous les autres. Et puis on a un pétainiste, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen et Éric Zemmour. Donc il y a ce clash-là qui revient, on a l'impression de repartir plus de 50 ans en arrière. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'armistice de 1918 ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.